Quand on parle d'investir en bourse, beaucoup pensent qu'il faut analyser des centaines d'entreprises, lire des rapports de 200-300 pages ou passer toutes ses journées devant des graphiques. Et pourtant, Warren Buffett, l'un des plus grands investisseurs de tous les temps, recommande aux particuliers d'investir principalement sur des ETF. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais vous montrer pourquoi investir n'est pas forcément compliqué, alors que ça pourrait le sembler. Pourquoi c'est indispensable de construire un patrimoine financier, même si vous n'êtes pas du tout expert dans la finance. Juste avant que la vidéo commence, n'hésite pas à cliquer sur le premier lien dans la description, ça t'emmène sur cette page. Ici, tu as les liens de tous mes réseaux, n'hésite pas à nous rejoindre, notamment mon canal Telegram, où j'y partage tous les jours des analyses, des contenus exclusifs, mais aussi mon serveur Discord, où dedans, on va parler bourse, crypto, trading. Vous pouvez tous venir discuter. Sur ce, bonne vidéo. On passe directement sur ma petite présentation. Investir n'est pas compliqué, et aujourd'hui, dans cette vidéo, on va parler principalement des ETF. Qu'est-ce que c'est? Comment ça marche? Pourquoi c'est intéressant pour 9 investisseurs sur 10 en tout cas, surtout les particuliers? La première raison, c'est que la bourse, elle paraît compliquée. La plupart des gens, ils vont jamais investir parce qu'ils pensent que soit il faut beaucoup d'argent, ça c'est une idée qui est souvent reçue, soit il faut être expert, soit ils pensent qu'on peut tout perdre, ou soit ils disent j'investirai quand je trouverai la prochaine pépite, le prochain Nvidia. Moi je vais vous dire que tout ça c'est vraiment des problèmes annexes. Le vrai problème c'est d'investir dans des choses qu'on comprend pas. Personnellement j'investirai jamais dans une entreprise dont on comprend pas le business. Ça sert à rien. C'est exactement là que les ETF deviennent intéressants. Parce que investir par exemple dans les 500 plus grandes entreprises américaines, c'est beaucoup plus simple, tout le monde le comprend. Un des problèmes principaux du stock picking, c'est que même les leaders changent. Imaginons qu'aujourd'hui on soit en l'an 2000. Vous devez analyser et choisir les entreprises qui vont dominer le monde pour les prochaines années. À l'époque, beaucoup de monde, je pense, aurait parié soit sur Nokia, Kodak, BlackBerry, Intel. Faut vraiment se mettre à l'idée que c'était vraiment des mastodontes à l'époque. Certaines de ces entreprises étaient considérées comme imbattables. Pourtant, voilà, on est 20-25 ans plus tard. Certaines ont disparu, certaines ont perdu 90-95% de leur valeur, d'autres ont stagné pendant des décennies. La question clé, c'est comment profiter de la croissance sans forcément devoir choisir nous-mêmes les futurs gagnants? Et c'est là que ça devient intéressant, on va vraiment parler des ETF. Je pense que vous l'avez compris un petit peu, un ETF c'est un fonds coté en bourse qui réplique un indice. Il y en a plusieurs dans le monde, vous en avez par continent, par secteur. Prenons un des plus connus, le S&P 500. Au lieu d'acheter Apple, ou bien Microsoft, ou bien Amazon, ou bien Meta, vous allez investir dans les 500 plus grandes entreprises américaines directement. En une seule transaction, vous allez acheter une part qui a de très faibles frais et l'émetteur, lui, va directement acheter une partie. Bien entendu, les entreprises les plus grosses pèsent le plus lourd dans l'indice. Et inversement, si vous prenez un ETF classique, après vous avez des ETF Equal Weight, où par exemple les 500 entreprises américaines pèsent le même poids. Ensuite, les ETF sont vraiment adaptables. Et là, vous pariez plus sur une seule entreprise, vous pariez sur toute l'économie américaine dans son ensemble. L'idée, c'est pas d'éviter la volatilité parce que quand on investit sur les marchés financiers, la volatilité, c'est votre ami. Ça va bouger. Peut-être moins que certaines actions individuelles, mais ça va bouger. Et c'est ça qui garantit une certaine performance sur le long terme. L'avantage, c'est qu'avec une action individuelle, vous avez le risque du business, le risque management, le risque de la disruption, le risque de la faillite. Avec un ETF indiciel, vous avez des dizaines, voire des centaines d'entreprises. Vous êtes diversifié dans plusieurs secteurs, voire dans plusieurs zones géographiques, si vous prenez un ETF mondial ou un ETF par exemple sur un continent, et psychologiquement je l'ai noté, c'est plus facile. Pourquoi? Parce qu'en une transaction, vous comprenez vraiment ce que vous faites. Et c'est ça qui fait toute la différence. Il y a beaucoup d'investisseurs particuliers qui investissent dans des entreprises, mais ils les connaissent pas suffisamment bien. Et qu'est-ce qui se passe? Quand ça monte, tout va bien forcément, et quand ça baisse, ils vendent, et souvent au pire moment. Qu'est-ce qui aide à tenir, à pas vendre dans les pires moments? Parce que finalement c'est ça les grosses erreurs que vous pourriez faire sur votre carrière d'investisseur, c'est vendre au pire moment. Qu'est-ce qui aide à tenir? C'est justement de comprendre dans quoi on investit. Moi, je suis convaincu par ça. Et donc, psychologiquement, un ETF est plus facile. Maintenant, on va voir pourquoi les ETF sont si puissants. On va parler du mécanisme un petit peu d'auto-nettoyage. C'est-à-dire que l'indice se met à jour sans toi. Toi, tu n'as rien à faire du tout. C'est un avantage probablement les plus sous-estimés. Comme je l'ai dit tout à l'heure, les indices évoluent avec le temps, les secteurs changent, les secteurs phares changent. Aujourd'hui, c'est la tech. Il y a eu certaines décennies où c'était les chemins de fer, il y a eu certaines décennies où l'industrie était plus mainstream. Voilà, les secteurs changent. Les secteurs avec de la hype. Et qu'est-ce qui est intéressant dans ces indices? C'est qu'elles vont être produites par un émetteur. Par exemple, pour le S&P 500, on pourrait penser à Vanguard. Et qu'est-ce que va faire Vanguard? Elle va mettre à jour l'indice. Donc ça dépend trimestriellement, semestriellement, annuellement. Souvent, c'est quand même à des fréquences plutôt assez élevées. Et ce qu'il va faire, c'est que quand une entreprise devient moins performante, ils vont tout simplement la faire sortir de l'indice, et lorsqu'une entreprise de nouveau devient plus dominante, elle finit par y entrer. Et vous n'avez rien à faire, tout ça se met à jour automatiquement. Et ça, ce qui est bien, c'est que votre portefeuille, du coup, s'améliore en permanence, sans que vous ayez à prendre une décision. Puisque c'est des indices qui sont, pour la plupart, pondérés par capitalisation. Quand une entreprise va pas bien, sa capitalisation baisse, et du coup, elle sort de l'indice. Et à l'inverse, quand des petites entreprises vont bien, elles atteignent une taille assez grosse, elles rejoignent l'indice. Et plus elles fonctionnent bien, plus elles pèsent lourd dans l'indice. C'est pour ça d'ailleurs que je préfère les ETF large cap.
Pourquoi? Parce qu'avec les ETF small cap, vous avez toujours un problème, parce que vous achetez les petites entreprises, donc il y a forcément des avantages, mais pour moi le plus gros inconvénient, c'est que à partir du moment où les entreprises performent bien, leur capitalisation monte et du coup elles quittent les indices small cap pour rejoindre les indices large cap. Donc en gros, dans les ETF large cap, vous avez beaucoup plus de gagnants et dans les ETF small cap, vous avez un petit peu tout ce qui reste, tout ce qui traîne, et puis dès que quelque chose va bien, il y reste un petit moment, mais ensuite il y part. Donc c'est pour ça que les ETF small cap aussi, faites attention. Un autre mythe qui empêche les gens d'investir, c'est le mythe du bon moment. Beaucoup de gens disent j'investirai lors de la prochaine crise. Le problème c'est que personne ne sait quand la prochaine crise arrivera. Michael Burry qui crie au loup depuis 2008, vous savez celui qui avait prédit la crise de 2008. Il a crié au loup 25 fois depuis 2008. Il a eu plus souvent tort que raison. Donc même des professionnels de la finance qui gèrent des centaines de millions voire des milliards arrive pas forcément à prédire quand on aura une crise. Pourtant, c'est statistique sur une carrière d'investisseur, des crises il va y en avoir. Mais il ne faut pas forcément attendre une crise pour se lancer. Et ce graphique est parlant, le marché a toujours réussi à retrouver des nouveaux sommets. Puisque de toute façon, nos monnaies continuent à être imprimées. Donc ces indices qui sont par exemple le S&P 500 coté contre le dollar, structurellement il est haussier, puisque le dollar structurellement est baissé, puisqu'on continue à en imprimer. Donc vous avez déjà cette force de rappel. Et ensuite, l'économie est structurellement haussière, continue de croître. Il y aura toujours des entreprises qui vont gagner de l'argent. Certaines qui en gagnent plus sortiront des indices, mais il y a toujours des nouvelles entreprises qui seront là pour créer de la valeur et donc qui rentreront dans ces indices. Et donc juste avec ces deux raisons, c'est des indices qui seront structurellement toujours haussiers. Même s'il peut y avoir des baisses, des crises, des baisses qui peuvent même durer plusieurs années, des décennies perdues comme entre 2000 et 2010 ou comme dans les années 70, mais à long terme, 20 ans, 30 ans, 40 ans, ces indices feront toujours de nouveaux sommets. Donc le meilleur moment pour investir, c'est quand vous comprenez vraiment dans quoi vous allez investir, que vous êtes prêt psychologiquement. Et le plus dur, c'est de faire le premier pas, mais une fois que vous l'aurez fait, vous verrez que ça va tout seul. Voilà, maintenant un petit graphique forcément des intérêts composés. Si je parle du DCA sur les ETF dans une vidéo, il faut forcément que je parle un petit peu des intérêts composés. Alors là, je vous l'ai mis en CHF parce que personnellement, je suis suisse. Voilà, vous pourrez 200 francs, ça vaut à peu près 200 euros, 200 dollars. C'est pour vous donner un ordre d'idée. Historiquement, le S&P 500, il a généré environ 10% par an avant l'inflation. Le MSCI World, qui est un indice mondial qui regroupe les plus de 1500 plus grandes entreprises mondiales, environ 8 à 10% selon les périodes. Bien sûr, c'est des performances passées, ça présage pas des performances futures, mais puisque les indices sont là depuis longtemps, on a suffisamment d'années d'historique pour pouvoir dresser des sortes de moyennes. Et prenons un exemple très simple, un DCA qui est même pas trop important, à seulement 200 francs par mois. Quelque chose qui est réalisable pour la plupart des investisseurs particuliers. Que vous investissez à 30 ans, donc par exemple si vous avez 20 ans comme moi, vous vous projetez même pas à la retraite, vous projetez encore avant ça, avec un rendement moyen de 8% par an, et pas abusé, pas conservateur, et vous aurez investi environ 72 000 francs, mais votre portefeuille, lui, arrivera quasiment à 300 000 francs. Et la différence provient principalement des intérêts composés, puisque l'argent que vous avez investi travaille pour vous, travaille pour vous, travaille pour vous, et plus votre horizon est forcément lent, plus ce phénomène de boule de neige s'accélère. Voilà, rien de tel qu'un petit graphique parlant long terme pour cela. Comme je l'ai dit, historiquement, les grands indices sont structurellement haussiers, typiquement depuis 1926. Donc il y a 100 ans, on a 100 ans de données. Le S&P 500 c'est environ du 10% par an. Le MSCI World, un peu moins de données, mais depuis 1987, il y a quand même 50 ans de données, environ du 9%. Et donc la leçon que je veux prôner ici, c'est de chercher pas le timing parfait, surtout si votre stratégie, vous êtes un investisseur particulier, vous voulez pas passer trop de temps, et quand même avoir un bon rendement. Donc vous partez sur des ETF. Privilégiez la régularité au timing parfait. Des fois vous acheterez au mauvais moment, des fois vous achèteriez au bon moment, mais si vous achetez à plein de moments différents sur des indices qui sont structurellement haussiers, vous aurez un bon prix d'achat moyen globalement. Même Warren Buffett, un des investisseurs les plus performants de tous les temps, recommande les ETF pour les particuliers. La simplicité, surtout en finance, bat assez souvent la complexité. Dans une lettre aux actionnaires, Warren Buffett a expliqué qu'après sa disparition, il souhaite que la majeure partie de son argent, en cas de l'argent destiné à sa famille, soit investi dans un ETF S&P 500. On parle ici d'un des meilleurs, voire le meilleur investisseur de tous les temps. L'homme qui a passé sa vie à faire du stock picking, et même cet homme recommande à la majorité des particuliers d'acheter un ETF. Pourquoi? Parce qu'il le sait. Les statistiques sont là, la majorité des investisseurs ne parviendront pas à battre le marché, en tout cas pas de manière durable, et même la grande majorité sous-performe le marché. Aujourd'hui c'est un fait. C'est pour ça que pour la grande majorité des particuliers, un ETF c'est tout simplement la performance du marché, et c'est déjà très bien. Maintenant vous souhaiterez vous lancer, mais des ETF, il y en a énormément, et vous savez pas par où commencer. Moi je vous dirais de vous renseigner surtout sur les gros ETF larges, les gros indices connus, pas forcément des petits ETF sectoriels. Pourquoi? Parce que les gros ETF connus déjà c'est des ETF qui vont suivre des indices anciens, donc qui ont de la performance, qui ont du background, qui ont quasiment tout le temps beaucoup moins de frais, parce que aussi des gros frais, ça fait une grosse différence à long terme sur la performance, donc c'est mieux. Donc vous avez les catégories des ETF mondiaux, par exemple avec un MSCI World ou un FTSE All World, ou ACWI, All Country World Index, vous en avez plusieurs. C'est probablement une des solutions la plus simple, puisque vous investissez dans le monde entier. Attention par contre, vous allez forcément surpondérer les zones géographiques où le passé récent a le plus fonctionné.
Typiquement, dans le MSCI World, vous avez 70% je crois de l'indice, c'est concrètement le S&P 500, puisque dans les 10-20 dernières années, c'est les entreprises américaines, les entreprises du S&P 500 qui ont le mieux performé, et du coup, ils vont être mis en avant dans le MSCI World. Mais en 1989, 50% de cet indice, c'était le Japon, dont 26% de l'indice du MSCI World, c'était seulement les banques japonaises. Aujourd'hui, le Japon ne pèse plus que 7% de cet indice. Parce qu'à cette époque-là, le Japon était dans sa golden era un petit peu, et vous voyez qu'il pesait beaucoup plus lourd. Aujourd'hui, il a beaucoup baissé, et c'est les États-Unis qui ont pris le devant. Et donc si dans 20-30 ans ce sera d'autres zones géographiques qui auront pris le dessus, ils seront aussi dans cet indice. Attention, dans les MSCI World, vous n'avez que les pays dits développés. Attention, par contre là ça veut tout et rien dire, parce que des grosses économies comme la Chine, comme l'Inde, parmi les plus grandes économies du monde, ne sont pas dedans. Donc faites bien aussi les recherches et regardez, dans les ACWI, vous avez plus de pays un peu asiatiques, où il y a des ETF justement qui peuvent cibler ces zones-là aussi, on va le regarder juste après. Regardez bien aussi, quand vous achetez un ETF, vous pouvez voir combien de frais vous payez, quelle diversification géographique, quel secteur vous avez. Regardez bien toutes ces informations avant de prendre vos décisions aussi sur vos convictions, parce que finalement à la fin ça reste ça. Vous avez des convictions sur telle ou telle zone, vous vous construisez une petite allocation, ça sert à rien d'avoir 30 ETF aussi, je le précise quand même. Vous sélectionnez 2-3 ETF, faites-vous votre allocation comme ça, et investissez régulièrement dessus, vous continuez, vous faites votre petit TCA. C'est comme ça que je vois les choses les plus simples. Ensuite vous avez les ETF qui vont plutôt cibler les USA, donc par exemple le S&P 500 ou le Nasdaq 100 qui sont les 100 plus grandes valeurs de la tech américaine. Les plus grandes entreprises du monde aujourd'hui, les plus innovantes, ils sont forcément représentées. Donc c'est aussi des entreprises qui ont mieux performé, du coup l'indice est plus cher. Plus cher pas dans le sens du prix, puisque les émetteurs mettent le prix qu'ils veulent sur la part que vous achetez. Plus cher dans le sens ratio de valorisation, le PER moyen, combien d'années de bénéfices on va payer le prix de l'indice aujourd'hui, plutôt cher dans ce sens-là. Ensuite, vous avez des ETF européens avec par exemple le MSCI Europe ou les Eurostock 50 ou 600 pour diversifier géographiquement. Historiquement, performe un peu moins. Forcément, je vous apprends rien, le business en Europe, c'est pas comme le business aux États-Unis. Il y a tout de même des entreprises intéressantes. Et ensuite, on a tout ce qui est les emerging markets. Ils appellent ça marché émergent. Encore une fois, moi j'ai beaucoup de mal avec ce terme. Vous avez des MSCI Emerging Market Asia qui vont cibler principalement la croissance asiatique ou les MSCI Emerging Market plus globalement, donc il y aura beaucoup d'Asie, mais vous allez aussi avoir un petit peu d'Amérique du Sud, d'Afrique du Sud, donc d'autres zones géographiques. Après vous avez aussi des ETF, je les ai pas mis, mais qui ciblent l'Amérique du Sud par exemple, donc vous en avez vraiment pour chaque zone. Moi personnellement, c'est un pari que je joue, je pense que personnellement cette région du monde peut jouer un rôle économique majeur dans les décennies à venir. Vous avez une vidéo sur ma chaîne YouTube que j'ai appelée Le Monde de Demain qui parle de cette thèse, si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller la voir. Voilà un petit peu pour les grandes familles d'ETF. Après, bien sûr, vous en avez beaucoup plus. Je voulais aussi parler un petit peu des ETF sectoriels que j'aime un petit peu moins. Je pense pas qu'ils sont à bannir du tout. Mais pour quelqu'un qui débuterait, c'est pas forcément ce que je vois qui pourrait être mieux. Pourquoi? On a historiquement des frais qui sont plus élevés. Allez regarder par vous-même des narratifs que vous trouvez cool. Donc là, on parle par exemple d'un ETF semi-conducteur, énergie, cybersécurité, robotique, ce genre d'ETF là. On a aussi un historique beaucoup plus court. Des fois, il y a des méthodologies qui peuvent paraître discutables, selon certains critères. Et on a surtout un risque de hype. Vous risquez d'acheter un petit peu la hype. Après, je pense quand même que ce genre d'ETF peut servir si vous voulez vous orienter un petit peu plus sur quelques grosses convictions. Par exemple, j'en ai mis quelques-unes, les semi-conducteurs actuellement. La thématique de l'énergie avec par exemple le nucléaire. Vous avez une thèse sur le nucléaire. Vous cherchez une thématique précise, mais vous n'avez pas envie de chercher les gagnants par vous-même en en achetant que un ou deux. Vous achetez un ETF qui prend toutes les plus grosses boîtes de secteur. Avant de finir cette vidéo, parce que certains pourraient vous dire les ETF sont parfaits. Non, ils ne sont pas parfaits. Ils simplifient grandement l'investissement, mais ils ne suppriment pas le risque, puisque encore une fois, c'est des objets qui sont volatiles. On n'est pas sur des obligations d'État, sur de l'immobilier, on est sur des actifs qui sont liquides, qui bougent. Tu subiras des cracks, voilà, c'est un fait. Si aujourd'hui tu es jeune comme moi, tu investis, il y aura des 30, des 40, des 50, des moins 50 qui vont tomber dans notre carrière d'investisseur, et c'est normal. Psychologiquement, ça va avoir des ETF pourrait aider à tenir et à renforcer. Tu battras pas forcément le marché, c'est un fait. Tu vas éviter les grosses erreurs. Aujourd'hui, 90-95% des gens sous-performent. Donc on montera la performance du marché, qui historiquement est quand même bonne. Et le troisième point, le plus important, c'est qu'il faut rester discipliné. Le gros de la performance aujourd'hui, des gens qui sous-performent, c'est psychologique. Il y a même des gens qui sous-performent le marché en étant full ETF. Pourquoi? Parce que ils achètent au mauvais moment et surtout ils vendent au mauvais moment. Au mauvais moment, c'est pas très problématique, comme on l'a vu si on a un horizon long terme. Par contre, vendre dans les pires moments, ça c'est parmi les pires choses à faire. Donc les plus grosses erreurs que vous pouvez faire si aujourd'hui vous avez une stratégie full ETF, c'est des erreurs psychologiques. Faites attention à ça. Moi personnellement, j'ai pas une stratégie full ETF. J'ai dans ma répartition, dans mes classes d'actifs, j'ai quelques ETF. Par contre, je fais aussi du stock picking. Mais je pense vraiment, et si je le pensais pas, j'en aurais pas acheté du tout, que les ETF sont un très bon véhicule d'investissement. Et le plus important en conclusion, ça va être ça. Si les ETF peuvent aider à construire un patrimoine financier,
de manière plus simple, et ben je pense que ça reste une très bonne chose. Ça, c'est un fait quand même. La majorité des gros patrimoines construits grâce aux investissements, grâce au marché financier, grâce à la bourse, viennent pas forcément d'un coup de génie. Pour certains, c'est le cas, mais pour beaucoup, ça vient de patience. Des gens qui ont commencé à investir dans les années 70, 80, 90 sur des indices et qui les ont gardés jusqu'à aujourd'hui. Ça, c'est la majorité des gens qui déjà n'ont pas perdu de pouvoir d'achat avec toutes ces décennies d'inflation et qui en plus se sont enrichis puisque la performance du S&P 500 par exemple sur les 30 dernières années est supérieure à l'inflation. La performance réelle est positive, et bien ils se sont en plus enrichis. Voilà, petite vidéo un peu plus simple, un peu plus pour les débutants, que j'avais envie de la faire. Franchement, j'espère que vous l'avez apprécié. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. N'hésitez pas aussi à mettre un petit pouce bleu, à vous abonner. On se voit bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, ciao.